Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat depuis l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et Laurent Guimier, bonsoir. Bonsoir Adeline. Merci à tous les deux d'être là. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte un rapport de 300 pages dont je vous souhaite qu'il finisse par caler les pieds d'un lit qu'on aurait trop fait bouger grâce à ce qu'il préconise. Ce soir, dans Chaque Voix compte, on refait des bébés. La mission natalité a rendu ses préconisations aujourd'hui. Elle prône une révolution de la politique familiale et on en parle avec la présidente et avec le rapporteur de cette mission d'information, Constance de Pellichy et Jérémy Patriélétus. Bonsoir. 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 Vous êtes respectivement député Lyotte du Loiret et député Horizon du Calvados. Merci d'avoir choisi LCP pour vous expliquer sur cette mission natalité que vous avez menée pendant 7 mois. Et bonsoir Gilles Pizon. Bonsoir. Vous êtes démographe, chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques, professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle et auteur de l'Atlas de la population mondiale, paru aux éditions Autrement. On attend votre regard justement sur les préconisations de nos deux députés. Fanny Guinochet, votre chiffre du jour? Eh bien, c'est 250 € par mois. C'est justement l'idée de ce rapport de verser d'avoir un versement familial unique. Quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir, Laurent Guimier? L'histoire de deux mots, for sure, Ah. c'est-à-dire à coup sûr, traduction de cette expression employée par Emmanuel Macron au sommet de Davos, qui depuis est devenu un gimmick, une arme de communication et peut-être un slogan pour l'avenir du Pour président de la 2027, République. Non, pas 2027, on va parler de la suite. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Question ce soir sur les pétitions, ce contre-pouvoir citoyen que semble dédaigner la classe politique française. 6 mois après avoir recueilli plus de 2 millions de signatures, la pétition contre la loi Duplon a été discutée cet après-midi à l'Assemblée nationale lors d'un débat inédit, mais sans vote. Pétition cause toujours. On en parle tout à l'heure avec Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, Julien Dive, député LR de l'Aisne, et Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, constitutionnaliste et directrice de recherche au CNRS. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ou nous faire part de vos réflexions en flashant le QR code qui va s'afficher ici. Le voici, le voilà. Et c'est Laurent Guimier qui attend vos messages pour les transmettre à nos invités depuis sa fameuse tablette. Sans oublier bien sûr Bourbon Express tout à l'heure, le journal de l'Assemblée nationale présenté ce soir par Thibaut Enoch. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? C'était il y a 36 ans. Comment on fait les bébés? Si mes calculs sont bons, le petit garçon de la pub doit aujourd'hui avoir 42 ans et on espère qu'il a trouvé la réponse à cette question que vous vous êtes posée aussi tous les deux. Comment on fait les bébés dans un pays qui a compté l'an dernier plus de cercueils que de berceaux? La réponse est peut-être dans ce rapport que vous avez remis aujourd'hui à l'issue d'une mission sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité. Avant de détailler vos propositions, je voulais d'abord vous demander à tous les deux si cette mission vous a fait découvrir un aspect de la natalité que vous ignoriez, Jérémy Patriélétus. On est tous les deux des jeunes parents, je le dis puisque la présidente en a parlé et que je l'ai dit. Donc ça a peut-être aussi changé un peu notre regard sur ce sujet d'être à la fois député et des jeunes parents. En tout cas, ce qu'on a compris, je crois, en tout cas ce que j'ai compris dans cette mission d'information, c'est que le désir d'enfant des Français y restait élevé. Et que finalement, et on en parlera ce soir, le défi des responsables politiques que nous sommes, le défi de cette politique familiale, c'est d'être capable de répondre à ce désir d'enfant des Français. C'est mystérieux le désir d'enfant. Il y a plus mystérieux que la naissance, c'est le désir qui précède la naissance. Mais il est toujours là ce désir. Charge à nous les politiques de pouvoir y répondre, charge à nous de faire en sorte que les freins à sa réalisation, à sa concrétisation soient levés. C'est tout le sens des propositions que nous avons formulées dans ce rapport. Constance de Pellichy, au cours des 7 mois d'audition que vous avez menés, je repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris, que vous ignoriez avant le début de cette mission, bien que vous soyez parent, bien que vous soyez député? L'enjeu de la mission, c'était justement de faire en sorte que faire un enfant ne soit pas un enjeu, mais reste un désir profond. Ne soit pas un enjeu géopolitique, macroéconomique, mais reste un désir fondamental. Et pour que ce désir se réalise, ce sur quoi la mission a vraiment mis le doigt, c'est qu'il faut que les futurs parents se projettent avec confiance.
C'est pas nouveau, vous allez me dire, mais se projette avec confiance à la fois sur des sujets un peu métaphysiques. Et là-dessus, on a vu que c'était plutôt un renoncement au premier enfant, une difficulté à se projeter dans la parentalité, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais que ça n'était pas le frein au second enfant, voire à l'enfant de plus, où là, on est quand même plutôt sur des freins matériels et économiques. Et vous appelez donc dans votre rapport à une révolution de la politique familiale, rapport que l'on va détailler dans un instant, mais que nous expose d'abord Nicolas Fleury. Les Français font de moins en moins d'enfants. 645 000 naissances en 2025, un chiffre en forte baisse depuis 2010. En 15 ans, le nombre de naissances a chuté de 23%. Pour la première fois depuis l'après-guerre, il y a plus de décès que de naissances. Il y a 2 ans déjà, Emmanuel Macron promettait d'agir. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Pour inciter les Français à fonder une famille, les députés proposent une série de mesures. D'abord, financières, avec le versement familial unique. 250 € par enfant distribués tous les mois à tous les parents, sans condition de ressources. Autre proposition, permettre aux employeurs de verser une prime de naissance défiscalisée. Ou proposer un prêt à taux zéro à chaque naissance pour acheter un logement. Et puis, pour mieux conjuguer vie de famille et vie professionnelle, faut-il remanier les congés, avec notamment un congé parental unifié d'1 an, rémunéré à 100% du salaire. Et pour les grands-parents, un congé proche aidant pour qu'ils puissent s'occuper de leurs petits-enfants. Ces propositions suffiront-elles à raviver le désir d'enfant ? La moitié des 25-39 ans se dit inquiète de l'avenir. Alors, on va voir tout ça en détail avec vous. Mais d'abord, Gilles Pizon, la dénatalité, c'est une tendance mondiale que vous étudiez vous-même en tant que démographe. Qu'est-ce qui est franco-français dans ce problème ? Eh bien, rien. Puisque Merci. La France suit les évolutions que l'on observe partout, y compris dans les pays où la fécondité est encore élevée. En Afrique, par exemple, c'est le continent où les femmes, les couples ont encore le plus d'enfants, 4 enfants en moyenne chacun, alors que tous les autres continents sont passés sous le seuil de remplacement. En Asie, 1,9 enfants en moyenne par femme. En Amérique latine, 1,8. Le seuil de remplacement, c'est 2,1 enfants en moyenne par femme. C'est ce qui permet à terme le strict remplacement de la population. Elle ne baisse pas, elle n'augmente pas. À partir de quel moment ça met un pays en danger d'être en dessous de ce seuil de remplacement? Pour ce qui est de l'évolution de la population, la France, bien qu'elle ait observé plus de décès que de naissances en 2025, a vu sa population augmenter de 0,25%, comme en 2024. Donc la population de la France continue d'augmenter. Pourquoi ? Même s'il y a plus de décès que de naissances, il y a de l'immigration. Les migrations viennent plus que compenser l'excédent de décès sur les naissances. Et cela devrait continuer pendant encore plusieurs années. Il en est de même à l'échelle de l'Union européenne. Ça fait depuis 2012 qu'il y a plus de décès que de naissances dans l'ensemble des 27. Et pourtant, la population de l'Union européenne a continué d'augmenter, toujours pour la même raison. Les migrations viennent compenser, donc le solde migratoire positif, il y a plus d'entrées que de sorties, le solde naturel négatif. Donc, plus de décès que de naissances, ça ne veut pas dire forcément que la population diminue. Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Ça a été compliqué de prendre ce paramètre en compte, sachant que vous parliez de la natalité, mais qu'une partie de l'Assemblée nationale disait oui, mais attention, la population ne baisse pas. Et l'angle mort du débat sur la natalité, c'est l'immigration. Je m'inscris en faux avec ce qui vient d'être dit, en tout cas en partie. Il y a encore une exception française. Et on l'a mesuré dans notre rapport, dans les études qu'on a consultées, dans notre déplacement au sein de l'Union européenne, c'est que le désir d'enfant reste élevé en France. Et ça, c'est inédit à l'échelle de l'Union européenne. Alors qu'il s'est éteint chez nos voisins ? En Hongrie, par exemple. Pourquoi la politique familiale ne marche pas ? Parce que le désir d'enfant a baissé au niveau de l'indice de fécondité. Comment voulez-vous qu'une politique familiale fonctionne si le désir d'enfant n'est plus là ? Et ça me permet aussi de me porter un peu en faux par rapport au reportage. Ce n'est pas des mesures pour inciter les Français à faire des enfants. C'est des mesures pour permettre aux Français qui ont un désir d'enfant
de ne pas y renoncer pour des raisons matérielles, pour des raisons d'accès au logement difficile, pour des modes de garde compliqués. Donc c'est vraiment pas des mesures pour inciter les Français à faire des enfants. Vous êtes d'accord pour dire que c'est pour lever des freins? Exactement. L'État n'a pas à dire aux Français s'ils doivent avoir des enfants. L'État n'a pas incité les Français à avoir des enfants. L'État, son rôle, et c'est pour ça qu'on appelle avec Horizon Édouard Philippe à une révolution de la politique familiale, l'État doit permettre aux Français qui souhaitent avoir des enfants d'en avoir. Et profitons-en, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ce décalage entre le désir d'enfant qui reste élevé en France et l'indice de fécondité qui baisse, il finira par se réduire. Et on a encore quelques années pour permettre à ce désir d'enfant de se réaliser. Alors, on en vient à vos propositions. On le disait, il y en a 37. La première, la plus spectaculaire, on va dire, c'est le versement de ce VFU, versement familial unique. Fanny Guinochet s'y est penchée avec passion depuis ce matin sur ce VFU de 250 € par mois. L'idée, Fanny, et ce n'est ni le rapporteur ni la présidente qui vont me contredire, l'idée c'est d'abord de simplifier parce que, en fait, on ne comprend plus grand-chose à toute la politique familiale et d'allocation d'aujourd'hui. De lever le frein de l'argent pour les couples, la prise en charge du coût de l'enfant, mais c'est aussi vraiment de faire le ménage dans cette politique familiale qui est complexe, touffue, dans laquelle aujourd'hui il est quand même difficile de se repérer. Alors c'est 250 € mensuels. L'idée, ça serait de regrouper un certain nombre d'allocations dedans, d'allocations ou d'aides qui existent. Je vais vous faire grâce de toutes vous les citer, mais quand même il y en a des dizaines. Il y a les allocations familiales habituelles, vous avez le complément familial, l'allocation de logement familial, la prime de naissance, etc., etc., ou encore même une prestation qui évolue avec l'âge de l'enfant, 14 ans, qui d'ailleurs va changer, va passer à 18 ans à partir de mars 2026. Donc vous voyez, en plus, cette politique familiale, elle change et je mets de côté toutes les aides de mode de garde qui ne rentrent pas dans ce VFU. Ils sont en dehors de ces 250 €. Ils sont en dehors, mais les jeunes parents les connaissent. Là aussi, vous avez de quoi circuler, que ce soit si vous faites garder votre enfant via une assistante maternelle, une nounou, une garde partagée, un crédit d'impôt quand il est à la crèche. Enfin, là aussi, c'est assez complexe, mais tout ce qui concerne les modes de garde ne rentrerait pas dans ces 250 € mensuels. Et ce versement unique s'appliquerait sans condition de ressources. Et ça, c'est très, très important, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Tous les parents toucheraient cette même somme, 250 €, alors que là aussi, la règle, elle a beaucoup changé dans le temps. Aujourd'hui, juste pour rappel, le montant des allocations familiales, il varie en fonction des ressources du foyer. Et alors là aussi, il faut vous y retrouver, c'est entre 37,77 € jusqu'à 151,05 € par mois pour important, 2 enfants. Non, mais voyez comme c'est compliqué, c'est 86,14 jusqu'à 344,56 centimes pour 3 enfants, etc., etc. Donc là, ça serait le retour très simple de ce que l'on appelle l'universalité des allocations familiales, universalité sur laquelle François Hollande était revenu. Ça avait d'ailleurs fait grincer dans les rangs de la droite. Autre nouveauté, ce versement serait attribué dès le premier enfant. Oui, alors qu'aujourd'hui, il faut au moins avoir 2 enfants de moins de 20 ans pour avoir des allocations familiales. Et ça n'est pas très logique parce que c'est souvent à l'occasion de l'arrivée du premier enfant que les ménages, les couples s'équipent, que ce soit... Le deuxième, il récupère les affaires du premier, on est d'accord. Souvent, c'est ce qui se passe. D'où l'idée, là, d'envoyer un signal clair, de soutien très fort dès l'arrivée de ce bébé, puisque ce serait 250 € tous les mois jusqu'à ses 20 ans. Alors, ce qui important, coût net estimé de la mesure, ce serait autour de 10 milliards d'euros, ce qui est un investissement massif. Et cette remise à plat pourrait avoir lieu, si je me fie à votre rapport, assez rapidement, puisque c'est horizon 2030. Le rapport comporte aussi un gros volet fiscal. Et là aussi, c'est important. L'idée, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux parents, aux familles. Il y a déjà des dispositions aujourd'hui dans notre code des impôts, mais là aussi, je vous fais grâce de toutes les regarder. Quand vous avez des enfants, vous avez des parts fiscales et vous avez un certain nombre ça vous fait baisser votre impôt. Bon, ça veut dire que la politique de la France en matière de natalité, elle est déjà riche en fait. Elle est riche. Quand on met bout à bout toutes ces mesures, on atteint 100 milliards d'euros. C'est quand même 5% de notre PIB, de notre produit intérieur brut. Mais le problème, vous l'avez vu dans cette chronique, c'est qu'elle est extrêmement touffue. Elle est très compliquée. Elle a beaucoup changé au fil des années. On ne s'y retrouve plus. Donc c'est vrai qu'un petit coup de modernité et puis un petit coup de simplification, ça pourrait faire du bien. Pourquoi 250 €? Comment vous êtes arrivé à ce chiffre tout rond ?
250 € parce que ça permet qu'aucune famille française ne soit perdante avec cette fusion des aides budgétaires. Avec 250 € par mois et cette fusion de toutes les aides budgétaires que vous avez parfaitement décrites, l'ensemble des familles de France seront bénéficiaires. Et c'est vrai que c'est une mesure de simplification. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une mesure en plus, c'est une mesure de simplicité pour tous les enfants de France parce que l'État n'a pas à soutenir le troisième enfant plus que le premier. C'est un changement de modèle total, c'est à Big Bang. On passe d'une logique du troisième enfant à une logique du premier enfant. On passe de la conditionnalité en fonction des ressources à l'universalité et on passe d'un maquis incompréhensible d'aide à la simplicité. C'est pour ça que je considère que c'est une mesure qu'il faudra porter dans le débat présidentiel et qu'en tout cas avec Édouard Philippe et Horizon, on met sur la table et qu'on espère qu'elle soit mise en œuvre le moment venu, mais c'est un Big Bang. Bon, sans condition de ressources, vous assumez d'ouvrir le robinet à fond alors que certaines familles n'ont droit aujourd'hui à aucune aide, parce que beaucoup n'en ont tout simplement pas besoin. Il y a la question du besoin, elle est parfois subjective. Aujourd'hui, on voit que ceux qui font le moins d'enfants, ce sont les classes moyennes. Les enfants des femmes qui gagnent entre 1 000 et 2 000 €, ce sont ceux qui font le moins d'enfants parce que ce sont précisément ceux qui, finalement, s'y retrouvent le moins dans la politique familiale et sociale française par rapport à l'arrivée du premier enfant. Est-ce qu'il ne suffisait pas de relever les plafonds de ressources ? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet des prestations sociales qui sont là pour venir limiter les inégalités de richesse et redistribuer la richesse. Et puis, il y a les prestations familiales. C'est quoi une politique familiale ? C'est une politique qui vise à soutenir les familles dans leur ensemble en France. Et c'est particulièrement vrai depuis le mandat de François Hollande. On a eu tendance à mélanger les deux. Le fait est qu'aujourd'hui, ces politiques et ces différentes aides font qu'en fait, les parents ne savent même plus à quoi ils peuvent prétendre. Il y en a aussi qui renoncent à leurs droits parce qu'ils ne les connaissent pas. Et ça, c'est proprement inacceptable. Donc l'enjeu d'aller rendre les choses simples, claires, lisibles et stables, c'est la condition aussi pour retrouver de la confiance dans l'avenir et c'est essentiel. Mais il ne s'agit pas, et moi je serai extrêmement vigilante, au fait qu'en parallèle, les familles qui en ont besoin puissent bénéficier des mécanismes sociaux nécessaires. Autre volet important de votre rapport, le logement. Vous en faites même une clé de la natalité. J'avais d'abord une question pour Gilles Pizon. Est-ce que vous partagez en tant que démographe le constat que font ces deux spécialistes de l'immobilier dans Les Échos ? Ils signent une tribune dans laquelle ils disent « Le marché immobilier français est devenu le contraceptif le plus efficace du pays ». Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Est-ce que le logement, historiquement, économiquement, est un frein, un vrai frein le logement, à la natalité ? Ça a toujours été une difficulté, mais depuis des temps immémoriaux, je pense. Et ça n'a pas empêché pendant longtemps les gens de faire des enfants. Et ils continuent à en faire, d'ailleurs. Y compris quand ils habitaient dans des petites maisons. Oui, mais c'est vrai que... notamment pour le passage au premier enfant, parce qu'on voit que autant il y a 50 ans, tout le monde, enfin on pensait que tout le monde avait un premier enfant, puis après un deuxième, c'était automatique, puis maintenant, et puis donc c'était le troisième enfant qui était un peu en question, et donc les politiques familiales françaises notamment mettaient beaucoup l'accent sur le troisième enfant. Petit troisième. Et maintenant, c'est vrai, c'est dès le premier enfant, et la question du logement peut jouer, mais entre nous, je ne pense pas que ça soit le facteur principal. Alors, je me permettais de vous poser la question. Il n'y a pas un facteur principal, en fait. C'est ce qu'on comprend à la lecture de votre rapport. C'est multifactoriel. Mais le logement, vous l'avez identifié dans vos auditions vraiment comme un frein majeur. Et la présidente complétera. On a souhaité, avec la présidente, lancer une consultation citoyenne. 30 000 témoignages de Français. Il n'y a pas un témoignage qui ne nous parle pas des problématiques de logement. On ne fait pas d'enfants en cage, nous a-t-on dit. Une chambre en moins, c'est un enfant de moins. À Paris, à un enfant, tu campes, à 2 enfants, tu décampes. Tout ça, c'est des témoignages qu'on a reçus. L'enfant est la variable d'ajustement de la crise du logement. Aujourd'hui, on le sait, on a perdu quasiment 20 mètres carrés dans les grandes villes. 20 mètres carrés. Les familles françaises ont perdu 20 mètres carrés. Si on veut répondre à ce désir d'enfant des Français, si on veut permettre aux Français qui souhaitent avoir les enfants qu'ils désirent, il faut des mesures en faveur du logement. J'en formule une petite dizaine. Il faut accompagner les Français dans leurs difficultés d'accès au logement. Alors allez-y, vous dites une petite dizaine. Prêt à taux zéro pour les familles françaises qui veulent acheter un logement. Rotation dans le parc social. Les logements sociaux de grande surface, ça doit être pour les familles. Donation pour les familles qui veulent acheter
leur appartement ou leur maison. On a un crédit d'impôt aussi pour favoriser, en tout cas à travers des mécanismes de donation, le soutien à l'acquisition de logements. Bref, il faut accompagner les Français dans leurs difficultés d'accès au logement. Vous ne faites pas d'enfants si vous ne pouvez pas les loger dans des conditions acceptables. Et de fait, il y a un moment donné, il y a une considération qui est aussi simple et mécanique que pas de chambre, pas de bébé. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Depuis la fin des années 80, le montant des loyers a été multiplié par 2 en moyenne et l'accession à la propriété a été multipliée par 3. Donc, de fait, se loger est devenu beaucoup plus compliqué pour notre génération que pour celle de nos parents. Et à cela s'ajoutent en plus des normes sociales et de confort qui sont venues s'ajouter sur le fait qu'on n'entasse plus 4 enfants dans 2 lits superposés dans une seule chambre. Vous risquez presque d'être poursuivi pour maltraitance et suroccupation de logement. Donc il y a un énorme sujet auquel on doit s'attaquer en relançant effectivement le logement par un prêt à taux zéro. C'est une mesure qu'on partage totalement. Et la question de la rotation du parc social, elle est évidente, elle est vraiment plus que souhaitable, elle est indispensable pour permettre aux familles de pouvoir désormais bénéficier de logements adaptés. Oui, alors le logement, c'est une question qui se pose dans tous les pays du monde, notamment les pays avancés. Et pourtant, on voit bien que ça n'explique pas totalement les différences de fécondité d'un pays à l'autre. Vous savez que parmi les pays les plus avancés, on voit des contrastes de 1 à 2 dans les taux de fécondité, avec des pays d'Asie de l'Est comme la Corée du Sud, le Japon, où le taux de fécondité est de 1 enfant par femme, voire moins. En Europe aussi, vous aviez l'Espagne et l'Italie, où le taux de fécondité est proche de 1 enfant. Et puis à l'autre extrémité, des pays comme la France, où on est plutôt à 1,6 enfants, la France garde, malgré cette baisse des naissances, un taux de fécondité 20 à 25% de celui supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Et là, tous les pays ont les mêmes difficultés ou les mêmes conditions, mais ça n'explique pas totalement ces écarts. Et pourquoi, et quand on cherche à expliquer pourquoi en France la fécondité est plus élevée, même si elle est en baisse, qu'en Italie, en Espagne ou qu'en Corée du Sud et au Japon, c'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et c'est plutôt des facteurs sociaux, c'est des facteurs de genre. Est-ce que les femmes arrivent à concilier ou non le travail et la famille ? Il faut savoir que les jeunes générations de femmes qui ont fait des études longues, presque plus longues que leurs collègues masculins, elles visent aussi à exercer un métier, à avoir une profession, à gagner le même salaire, et que la fécondité est la plus basse dans les pays où les inégalités entre hommes et femmes, que ce soit au travail ou à la Gilles maison, Pizon, c'est parfait sont parce les que vous plus faites élevées. une transition directe. Un facteur très important, c'est le partage des tâches entre hommes et femmes à la maison. Je crois qu'il en a beaucoup été question lors de vos auditions. Il y a une piste là aussi. Du partage des tâches. On va en parler parce que une fois que l'enfant est là, parce qu'il y a une fois, quand il n'est pas encore là, et puis une fois qu'il est là. Parmi les freins matériels majeurs que vous avez identifiés, évidemment, le coût des modes de garde. Et alors, vous demandez un plan Marshall des modes de garde. Mais vous proposez quoi dans ce plan Marshall ? Aujourd'hui, on a une difficulté de mode de garde. On a une pénurie de main-d'œuvre, une perte d'attractivité des métiers de la petite enfance. Et pour faire simple, on propose, parce que moi je suis attaché à l'universalité des modes de garde. La France, elle n'a pas fait le choix de l'Allemagne ou de la Suède. En Allemagne et en Suède, la première année de l'enfant, c'est les parents qui restent à la maison et qui gardent leur enfant. Nous, en France, on a choisi le modèle universel. Vous le disiez tout à l'heure très bien, garde à domicile, crèche, assistante maternelle, congé parental. Et donc, j'ai des propositions pour ces 4 dispositifs, ces 4 types de modes de garde. Oui, par exemple, c'est parce que en fait, j'ai pas raté de page. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de chiffres sur le nombre de places en crèche, alors qu'on estime qu'il en manque aujourd'hui entre 200 et 230 000 pour les enfants de moins de 3 ans. Vous n'avez pas considéré que c'était un sujet C'est un sujet majeur, mais moi j'ai un principe en politique, c'est que je ne mens pas aux Français. Et donc je ne vais pas écrire dans un rapport qu'on va arriver à créer 200 000 places en crèche alors qu'on n'a pas les personnels pour le faire. C'est pour ça que j'ai des mesures très concrètes sur la formation des personnels de la petite enfance, sur les parcours pédagogiques, sur la revalorisation salariale. Mais je ne souhaitais pas, comme ça a été fait dans d'autres rapports parlementaires, voire même parfois par le gouvernement, dire de manière très autoritaire, on va créer 200 000 places en crèche. Je préfère le dire aux Français qui nous écoutent, ça ne sera pas possible. Et donc, il faut travailler sur l'ensemble des modes de garde. Par exemple, avec ce congé parental,
Alors, Il y a le des Français qui congé souhaitent garder parental unifié. Congé parental unifié. Concrètement, comment ça se passe le CPU? Ça se passe qu'aujourd'hui, congé maternité, congé paternité, congé de naissance, congé parental, on n'y comprend plus rien. Et vous le disiez tout à l'heure, on crée un congé unifié avec 2 temps. Un temps d'accueil de l'enfant. Les premiers jours, les premiers mois de l'enfant, le père et la mère restent auprès de leur enfant parce que la naissance d'un enfant, c'est un bouleversement dans la vie des familles, c'est un bouleversement dans la vie des couples. Et puis ensuite, on a un temps d'accompagnement de l'enfant. Les 4 premiers mois, c'est 70% du salaire et les 6 mois suivants, c'est 50% du salaire. Donc c'est un congé parental beaucoup plus intéressant que celui qui existe aujourd'hui parce que c'est un mode de garde qui a été négligé. Il est totalement indigent. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, le congé parental, il est plus faible que le RSA. Mais payé à 50% au bout de 6 mois, vous avez conscience qu'il y a très peu de familles aujourd'hui. Il y a un loyer à payer ou des crédits à payer. Au bout de 6 mois, être payé à 50% de son salaire, est-ce que vous pensez que ça va inciter des couples Aujourd'hui, c'est des RSA. Donc je pense que si on passe du niveau du RSA à la moitié du salaire, il y a effectivement après des choix au sein des familles. Et n'oubliez pas que cette mesure de congé parental, elle est complémentaire à ce versement familial universel de 250 € par enfant et par mois. C'est un ensemble de mesures. Ce congé parental, il n'est pas exclusif du versement familial universel et des 250 € par mois et par enfant. Il y a aussi le droit au temps partiel opposable. On parlait du partage du temps de travail au sein d'un couple. Le droit au temps partiel opposable, ça, c'est les entreprises que vous mettez à contribution. Je pense que globalement, si on veut réussir à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, il va falloir qu'on embarque plus généralement les entreprises avec nous sur le sujet de la parentalité et sur le sujet des politiques familiales. On a rencontré pas mal d'entreprises lors de nos auditions et j'ai été marquée par l'une d'entre elles qui nous disait que sur le temps partiel des jeunes parents, ils contribuaient sur les droits à la retraite comme si le salarié était à 100%, de telle sorte qu'il n'y avait pas de pénalité pour celui qui prenait un temps partiel, mais qu'en même temps, on conciliait plus facilement avec les problématiques familiales. Je pense que sur ce type de sujet, c'est fondamental d'améliorer le dialogue avec les entreprises, d'embarquer avec nous la question des syndicats professionnels et de travailler sur un label famille, sur de nouveaux critères à intégrer à la RSE pour valoriser les entreprises qui font le choix de la parentalité heureuse. C'est un sujet qui doit s'inscrire dans ce cadre-là. Je voulais revenir aussi un instant sur la question des égalités hommes-femmes. De fait, il y a un énorme sujet sur les égalités et le maintien de la natalité. Dans les pays où la natalité se maintient, l'égalité homme-femme est très élevée. Vous parlez d'égalité salariale, dans le milieu professionnel est élevée. L'égalité, elle se joue sur 2 tableaux. Elle se joue à la fois au niveau professionnel, mais elle se joue aussi au niveau domestique. En France, ce que je trouve très perturbant, c'est que la femme, elle perd en même temps l'égalité professionnelle et l'égalité domestique quand elle a son premier enfant. Et c'est vraiment un sujet qui est crucial. La France a beaucoup investi dans ses politiques familiales et c'est ce qui nous permet encore aujourd'hui d'être largement au-dessus de la moyenne des pays européens. Mais ça n'est plus suffisant pour enrayer le décrochage actuel. Et c'est ce qui démontre, et vous l'avez très bien démontré, que nos politiques familiales ne sont plus adaptées. Mais pour enrayer ce décrochage, il y a la place du père lors du congé parental, qui est essentielle, parce que c'est là que se portent beaucoup de nouvelles habitudes qui vont se prendre et qui vont durer dans toute la vie du couple. Et puis, il y a la question effectivement professionnelle, mais qui se règle aussi par le père qui prend ses congés. Et c'est important. Et justement, est-ce qu'il n'est pas incité à ne pas prendre ses congés, puisque c'est 50% du salaire? En général, ce sont les pères qui gagnent mieux leur vie. Donc, c'est un peu comme le congé parental aujourd'hui. Dans un couple, on dit, bah oui, tiens, tu vas rester, bah, ça va être toi, parce que moi, de toute façon, je gagne plus que... Donc, c'est souvent la femme qui se retrouve. On a peut-être une divergence là avec la présidente, c'est que moi, je suis attaché à la liberté d'organisation familiale. Et je considère aujourd'hui que comme il y a des inégalités de salaire entre le père et la mère dans les catégories les plus populaires, si on fixe d'autorité une répartition très stricte entre le père et la mère pour les congés, il y aura des familles parmi les plus populaires qui n'utiliseront pas ce congé à plein. Et donc c'est pour ça que je suis plutôt pour la libre répartition de ce congé parental, parce que, encore une fois, la politique familiale, elle ne peut pas compenser d'autres politiques qui ne fonctionnent pas,
La politique familiale, ça ne peut pas être par principe une politique d'égalité homme-femme. Elle doit le prendre en compte, bien entendu, mais elle ne peut pas remplacer une politique d'égalité salariale dans les entreprises. La présidente le disait, une politique familiale, elle ne peut pas remplacer une politique sociale. La politique familiale, ce n'est pas une politique aujourd'hui de redistribution des revenus. Ça ne doit pas être ça, la politique familiale. La politique familiale, ça doit être une politique qui permette de répondre aux désirs d'enfants des Français. Et c'est important de le rappeler, parce qu'à vouloir fixer trop d'objectifs à une politique publique, on n'a plus du tout d'efficacité et plus aucun résultat. Donc c'est important de ne pas perdre de vue cet objectif principal. Et puis il y a aussi l'enfant qui ne vient pas. Vous proposez dans votre rapport un plan de lutte contre l'infertilité qui touche aujourd'hui, on le rappelle, un couple sur 8. 3 millions de personnes peinent aujourd'hui à concevoir un enfant. Parmi elles, il y a Juliette qui a 37 ans, qui tente d'avoir un deuxième enfant par PMA après un premier parcours de 7 ans au bout duquel ils ont eu un premier enfant. Reportage d'Hélène Bonduel et Mathilde Boucher. Ça, c'est mon dossier médical, mais c'est même pas la moitié. En fait, tout le reste est numérisé, j'en pouvais plus d'imprimer. Donc c'est année après année. Voilà, c'est classeur santé Juliette, mais en fait, c'est pas santé, c'est infertilité. Une fausse couche, de nombreuses complications médicales. Juliette met presque 2 ans avant d'avoir sa fille. Mais elle n'imagine pas que le plus dur est à venir. Elle a 32 ans, elle souhaite un deuxième enfant, et systématiquement, ces grossesses s'arrêtent sans explication. On me dit que je fais partie des rares cas qui ont ci, qui ont ça, qui ont ces problèmes, mais vous êtes dans une infertilité inexpliquée. Ça fait 3 ans qu'on est en parcours PMA, et là, on rentre vraiment dans un process, on n'y comprend rien. On se laisse porter aussi, parce qu'on est face à des professionnels de santé, donc allez-y, aidez-moi à faire un enfant. Et donc, j'ai pas de diagnostic, et puis je rentre dans une mécanique de toujours la même chose, donc les mêmes traitements, et ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. 8 embryons réimplantés en 3 ans et 8 échecs. Juliette apprend alors qu'elle est atteinte d'endométriose et d'adénomiose. 3 ans pour avoir ce diagnostic, un parcours du combattant épuisant. On n'est pas du tout accompagné dans ces parcours-là, on est très seul. Et donc, moi j'ai un suivi psy depuis le départ parce que déjà les fausses couches c'était lourd, donc j'ai décidé par moi-même d'aller voir une psy. Quand on est dans un parcours aussi lourd, qu'on n'a pas de diagnostic, qu'on comprend rien en fait au traitement, on ne sait pas ce qu'on se pique, on ne sait pas ce qu'on prend comme traitement, on ne sait pas si c'est notre faute ou pas notre faute. On a besoin d'être rassuré ou au moins d'échanger. Lassée de ces errances médicales, avec son mari, ils choisissent alors de se tourner vers l'étranger pour poursuivre leur parcours. On a décidé de partir en Espagne parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle le DPIA, qui est l'analyse des embryons avant qu'on les implante pour vérifier s'ils sont viables ou pas. C'est-à-dire qu'on va savoir sur les embryons ceux qui vont se développer ou pas se développer, ceux qui ont une anomalie chromosomique, une anomalie génétique ou pas, ce qu'on ne sait pas en France. Une inégalité sociale selon elle, car réaliser un parcours de PMA à l'étranger coûte très cher. Elle et son mari ont déjà dépensé 10 000 €. Alors avec le collectif BAMP, qui milite pour une meilleure prise en charge de l'infertilité, Juliette lance un cri d'alarme. Moi, je voudrais dire aux députés et à tous les élus concernés qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que demain, c'est vos enfants qui seront infertiles. Demain, c'est vos enfants qui seront infertiles. Vous faites quoi pour les familles aujourd'hui qui sont dans ces parcours de PMA interminables, qui dépensent jusqu'à 10 000 € aujourd'hui, qui vont en Espagne ? Moi, je suis très sensible au témoignage de Juliette à l'instant. On a choisi de recevoir le collectif BAMP lors de nos auditions. C'était franchement une audition très poignante. On a reçu un couple qui était exactement dans ce qu'elle décrit. Cette errance de diagnostic depuis 7 ans, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont embarqués dans un processus qui les dépasse. Ils sont mal informés, ils sont mal accompagnés. Et ce qu'on ne mesure pas, c'est la douleur qui vient s'accumuler à chaque échec. Chaque échec supplémentaire, chaque FIV qui ne se concrétise pas par un test de grossesse positif, chaque fausse couche derrière, et ce sont à chaque fois des plaies toujours supplémentaires. Donc la question de la fertilité ne permettra pas de répondre au questionnement démographique qui est le nôtre aujourd'hui. En revanche, c'est pour moi une question de dignité humaine fondamentale, de devoir moral et politique
que nous devons de relever en cherchant des solutions. Il y a la question des moyens sur la recherche qui est fondamentale. Elle en a rapidement parlé, mais les errances de diagnostic sur des maladies qu'on connaît mieux aujourd'hui, telles que l'endométriose, en fait, c'est plus possible. Le syndrome des ovaires polykystiques, ça n'est plus possible. Et la recherche doit avancer dans ces domaines-là. Et puis, il y a la question aussi de la prise en charge, d'améliorer la qualité de la prise en charge de ces patientes et de ces patients avec des files d'attente qui ne sont plus possibles dans les centres de PMA. Ça, c'est fondamental. Il y a un dernier sujet, c'est la prévention. Peut-être que vous en parlerez plus tard, mais il est important aussi que chacun d'entre nous soit parfaitement au clair sur les pathologies, mais aussi sur le risque d'avoir des maternités de plus en plus tard et le fait que quand dans le on rapport, devient justement, vous parlez de tard, renforcer on a la moins prévention d'enfants. et l'information. Ça veut dire quoi? Il faut enseigner l'horloge biologique dès le collège? Vous savez, il y a un témoignage, et la présidente vient de le décrire, qui m'a sans doute le plus marqué dans cette mission d'information. C'est ce couple qui nous a dit, si nous avions su, nous aurions fait des choix différents. Et donc, je considère... Ils auraient essayé avant? C'était à peu près ça. Vous voulez dire? Et donc, ce que je propose, c'est une information. C'est pas l'État qui doit informer. Ah ben alors vous dites ça, pardon. En ce moment même, le gouvernement est en train d'écrire une lettre. Je vous donne mon avis. Je pense que c'est un sujet. Une lettre pour les personnes de 29 ans qui doit arriver cet été dans les boîtes à lettres et qui dit « Il est temps de réfléchir au projet ou non d'avoir un enfant ». Vous validez? Je pense que l'information, elle doit être donnée par les gynécologues et les médecins. Moi, je propose une consultation infertilité ou fertilité, en tout cas une consultation où on peut évoquer ces questions-là à 25 ans, parce que ce n'est pas à l'État d'alerter les Français sur cette situation. Ça vous a fait rire, cette histoire de lettre? Non, parce que c'est un sujet sérieux. C'est un drame quand des gens vous disent... Mais... Non, mais quand des Français vous expliquent que s'ils avaient su, s'ils avaient été informés des risques d'infertilité, ils auraient fait des choix différents. On se dit que c'est notre rôle d'organiser l'information des Français. L'État, il n'a pas à écrire aux Français. Il doit organiser cette information avec les professionnels de santé, avec les gynécologues, avec les médecins, parce que derrière, c'est des drames humains qui se jouent et qui se nouent. Un dernier mot, Gilles Pizon? Oui, que l'État se préoccupe de ces couples, de ces personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants, c'est une chose, mais il ne faut pas en attendre un relèvement de la natalité du tout. Pour le coup, ils l'ont dit tous les deux. Ça a été présenté il y a 2 ans par le président comme un des 2 volets de ce du réarmement démographique. Mais là, c'est un peu une tromperie. Si il ne faut pas en attendre du tout. Pour l'instant. Oui, mais en même temps... C'est 4% des naissances, mais on a tous autour de nous, on voit tous autour de nous ce phénomène d'infertilité masculine. On est bien d'accord. Et il faut apporter des réponses, mais ça ne va pas faire plus de naissances au total, globalement. Mais c'était important d'avoir un mot aussi pour ces 3 millions de personnes qui aujourd'hui veulent un bébé et n'y arrivent pas. Totalement. Merci à tous les 3 d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Dans un instant, la question qui fâche. Pétition, cause toujours. On s'interroge sur cet outil démocratique précieux, mais souvent négligé par le système politique français. Nous allons en parler avec nos 3 prochains invités. Avant cela, c'est Quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Laurent, ce soir, vous nous racontez comment Emmanuel Macron a peut-être trouvé en fait le slogan de ces 20 prochaines années. 2 mots en anglais. Oui, for sure. Adeline, ces 2 mots, cette expression qui veut dire en français « à coup sûr » ou « sans aucun doute », qu'il a prononcé à la tribune du sommet de Davos le mois dernier. Ce discours qui a marqué les yeux et les esprits, d'abord sur le fond avec une Europe qui résiste aux coups de boutoir américains. Sur la forme, ces lunettes bleues dont on a beaucoup parlé, notamment dans l'émission. Et puis cette expression, ce « for sure », pas du tout improvisé. Je vous le dis parce que j'ai retrouvé le discours d'Emmanuel Macron tel qu'il avait été rédigé en anglais. Regardez, preuve à l'appui, cette expression for sure est écrite, martelée à 3 reprises dans le discours d'origine. L'idée qui transparaît, que Emmanuel Macron veut faire transparaître avec ce for sure, c'est évidemment de jouer l'efficacité et la certitude. Alors, ce n'est pas un tic de langage, je pense que c'est vraiment un acte politique. Et pour l'instant, reconnaissez, Laurent, que c'est surtout un buzz mondial qui fait sourire plus que réfléchir, d'ailleurs. Je le reconnais. On est en plein dans la chronologie classique de l'installation d'un gimmick. On va en reparler. Temps 1, le temps du buzz, qui est aujourd'hui absolument incontournable dans notre vie publique digitale. Regardez notamment ce qui s'est passé sur TikTok. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. For sure, for sure, for sure. For sure. For sure. For sure.
needs to be reformed, for sure. J'ai laissé se dérouler l'œuvre. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu du segment musical s'en sont emparés. Il y a quand même des centaines de millions de vues autour de ce contenu. Ça, c'est le temps 1. Le temps 2, alors, l'auteur victime, entre guillemets, joue lui-même des détournements dont il est l'objet. On en parlait hier soir dans l'émission. Le président de la République a reçu lundi au salon Wine Paris une bouteille à l'effigie For Sure. Et alors, ce qui est fou, c'est que cette expression for sure est même reprise aujourd'hui par les adversaires politiques d'Emmanuel Macron. Oui, et ça, c'est le temps 3, et c'est au fond le plus impressionnant. Regardez le numéro 1 socialiste Olivier Faure qui a posté ça sur Instagram. Alors, c'est un moment de communication politique, j'ose le dire, décisif, parce que quand c'est un adversaire qui s'inspire de votre slogan, au fond, il le valide. Ou il le récupère. Définitivement. Il le récupère. Vous parlez de slogan, Laurent, mais pardon, Emmanuel Macron, que je sache, il n'est plus candidat à rien, à aucune élection, il ne peut pas se représenter l'année prochaine. À quoi ça sert d'avoir un slogan? Alors, ça sert d'abord à sonner aux oreilles des citoyens les plus jeunes, parce que ce qu'il a fait correspond à un moment où il s'adresse assez spécifiquement aux nouvelles générations et à leurs parents. Interdiction des écrans au moins de 15 ans, réflexion par exemple, on l'a encore vu il y a quelques jours, sur l'influence des jeux vidéo, comme vous le voyez sur ce message posté sur X. Ça, c'est le court terme, le conjoncturel. Et puis, il y a à long terme ce for sure, qui est ce que j'appelle un méta-slogan. C'est une expression qui colle à son auteur sur le très long terme et qui est destinée sans doute à survivre à son départ de l'Élysée. En France, le moi président de François Hollande, cette anaphore, est toujours resté dans les têtes. Et le Emmanuel Macron de 2017, vous vous en souvenez, avait popularisé cette expression, cette courte expression qui est devenue un gimmick, le « en même temps ». Regardez. Ah oui. J'ai dit en même temps. Il paraît, mes amis, que c'est un tic de langage. Mais c'est un type de langage qui voudrait dire que je ne suis pas clair, que je ne sais pas trancher, que je serai flou. Alors, vous voyez qu'il a conceptualisé ce gimmick. Emmanuel Macron est entré à l'Élysée avec le « en même temps ». Il en sortira avec le « for sure ». Ce sont deux époques et deux tatouages politiques quand même radicalement différents qu'il a choisi d'arborer, sans doute encore très longtemps. Et ça, quelle que soit sa destinée politique, mais c'est une autre histoire. Merci Laurent pour cette Anna for sure, alors du coup. Voilà, c'est ça. Excellent. Allez, on passe à la question qui fâche. Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Julien Dive, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de l'Aisne et la constitutionnaliste Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là ce soir. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. L'Assemblée nationale a débattu cet après-midi d'une pétition déposée sur son site internet, la fameuse pétition contre la loi du plomb. 2 131 368 signatures. Il faut être précis, chaque voix compte. Chaque voix compte, mais jusqu'à quel point? Le débat était un débat sans vote. Il a eu le mérite d'exister, mais il interroge sur la façon dont le politique prend en compte aujourd'hui le poids de ces pétitions. C'est Katia Gilder qui vous pose ce soir la question qui fâche. L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport relatif à la pétition intitulée « Non à la loi du plomb ». C'est une première en France, la première fois qu'une pétition est débattue à l'Assemblée nationale. Elle a recueilli plus de 2 millions de signatures sur le site du Palais Bourbon pour demander l'abrogation de la loi du plomb. 6 mois après la promulgation de cette loi controversée, la voix des citoyens s'invite dans l'hémicycle. À quoi on sert dans cet hémicycle si on abandonne la santé de nos enfants ? Avec des millions de Français, avec des dizaines de milliers de paysans aujourd'hui, nous disons qu'une autre voie est possible. Seulement voilà, à l'issue de ce débat, pas de vote, encore moins une abrogation de la loi du plomb adoptée le 8 juillet.
Aux abords de l'hémicycle, des collectifs de citoyens opposés à cette loi qui réintroduit des pesticides interdits dénoncent une parodie de débat. C'est un déni de démocratie, on n'écoute pas les citoyens, on écoute surtout l'agro-business et la FNSEA. Nous on est là pour que quelque chose débouche quand même. Bien sûr qu'on a l'impression que quelquefois on est là et que ça ne sert à rien parce qu'on porte notre voix et en fait les lois sont votées autrement. Ça montre l'écart qu'il y a entre une légitimité, une légalité et une espèce de légitimité élective acquise au travers d'une élection qui ne se négocie pas, qui ne se partage pas et qui laisse un peu orpheline une démocratie participative. Malgré la colère que provoque sa loi, Laurent Duplon est revenu à la charge il y a quelques jours avec une nouvelle version de sa proposition de loi. En réponse, cette nouvelle pétition a été déposée sur le site de l'Assemblée pour interpeller directement le sénateur. Monsieur le sénateur, la démocratie repose sur le consentement. Nous ne consentons pas à ce que notre santé soit mise en balance avec des intérêts productivistes à court terme. Quand le peuple dit non aux pesticides tueurs d'abeilles, non signifie non. Alors la question qui fâche, la voici. Une pétition sert-elle vraiment à quelque chose ? Et pour bien cadrer ce débat, je vais d'abord me tourner vers vous, Marthe Fatin-Rouge-Stefanini. Que dit le droit aujourd'hui sur les pétitions ? Alors le droit sur la pétition ne dit pas énormément de choses, puisque l'encadrement des pétitions, on le trouve surtout dans les règlements d'assemblée. Et donc, ce sont les assemblées qui elles-mêmes ont défini finalement le cadre de l'exercice de ce droit. Donc, on ne trouve rien dans la Constitution à ce propos. Et les assemblées ont pu faire évoluer le droit de pétition avec le temps. Donc, en faisant une pétition pendant très longtemps individuelle, qui est devenue une possibilité de pétition collective assez récemment, puisque ça date de 2019-2020. Oui, c'est post-gilet jaune. Voilà. Et peut-être effectivement qu'il y a un lien directement avec la demande des Gilets jaunes à l'époque d'avoir un référendum d'initiative citoyenne. Il n'y a pas eu de réponse de réforme constitutionnelle qui l'a permis, mais il y a eu cette modification dans chacun des règlements des assemblées qui est allée de pair avec une volonté aussi de modernisation de ce droit de pétition qui était allé, qui commençait à tomber en désuétude dans son exercice individuel. Oui, c'est ça. Donc après les Gilets jaunes, l'Assemblée nationale a prévu donc un seuil de 500 000 signatures pour qu'une pétition soit examinée par une commission de députés qui garde le pouvoir d'ouvrir ou non un débat ensuite dans l'hémicycle. Et le Sénat, lui, il suffit de 100 000 signatures recueillies. Aurélie Trouvé, quel regard vous portez sur, d'abord, sur l'incroyable succès de la pétition contre la loi Duplon ? On le disait, 2 100 000 signatures en quelques semaines, au mois de juillet dernier. Un grand sursaut populaire, parce qu'il faut comprendre que c'est 2,1 millions de personnes qui, en plein milieu de l'été, par l'initiative d'une étudiante, vont sur le site France Connect et signent la pétition. Et ils disent en fait, nous n'acceptons pas que soit sacrifiée la santé, et particulièrement la santé des enfants et le vivant. Parce que je rappelle que la loi Duplon, c'est la volonté de réautoriser l'acétamipride, des pesticides qui sont neurotoxiques, qui passent la barrière placentaire, qui sont retrouvés dans les urines des femmes enceintes et qui attaquent le cerveau des enfants potentiellement. C'est ce qu'aujourd'hui, sur l'acétamipride, aucune étude sérieuse ne prouve. Ah bon ? Non. Alors, laquelle ? D'accord, je vais vous répondre. En fait, et je suis même choquée par votre affirmation, 21 sociétés savantes et médicales, dont la Société de cancérologie, la Société d'endocrinologie, la Société de pédiatrie. Disent quoi exactement ? Disent quoi précisément ? Oui, je vais vous le dire. L'Ordre des médecins, lui-même, d'accord ? La Ligue nationale contre le cancer. Tous ceux-là ont écrit des tribunes, ont écrit une pétition aussi pour dire non à la loi Duplon parce que l'acétamipride comporte des risques élevés de neurotoxicité, de malformation du cerveau des enfants, d'attaque du développement Vous parlez des de fœtus. tribunes. Moi, je vous parle d'études scientifiques. Avec des chiffres, avec des seuils. Alors, excusez-moi, le conseil scientifique du CNRS, je ne sais pas si vous savez, c'est de la science. C'est même la plus grande institution scientifique de France. Donc, quand vous avez le conseil scientifique du CNRS qui dit cela, je peux vous assurer que c'est beaucoup. Pour ma part, j'ai été 25 ans scientifique avant d'être députée. Je suis passée par l'INRA, par l'université. Donc, je sais reconnaître quand il y a une loi et qu'il y a les plus hautes institutions scientifiques qui s'opposent à une loi, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Et fort heureusement, les scientifiques et les médecins ont lancé l'alerte. L'Ordre des médecins,
Vous savez que je crois que ça n'est jamais arrivé que l'Ordre des médecins prenne position contre une loi. Vous croyez qu'ils le font pourquoi ? Hier encore, j'ai organisé un colloque où il y avait une professeure de toxicité moléculaire et qui nous a dit à quel point à la fois l'acétamipride et tous les néonicotinoïdes comportent un risque de neurotoxicité extrêmement élevé qui demande un principe de prévention. Juste c'était quand même pour le dire. Voilà. C'est pas un débat sur l'acétamipride, c'est un débat sur le poids d'une pétition. Vous comprenez bien quand je vous entends dire ça. Parce qu'encore non, vous m'entendez dire ça parce que moi j'ai cherché des faits scientifiques, j'ai cherché des études qui disent précisément. Oui, l'acétamipride est un cancérigène avéré. Si vous voulez, j'ai une liste d'à peu près 50 je veux bien que vous me la articles scientifiques qui le disent. Et croyez-vous quoi que si le conseil scientifique du CNRS prend la responsabilité de s'opposer à la loi du plomb, ils le font comme ça ? Vous savez ce que c'est d'être scientifique et d'avoir des articles scientifiques dans des revues académiques, de prendre la responsabilité en tant que conseil scientifique de dire non à cette loi ? Je peux vous dire qu'ils ont toutes les études systémiques qui prouvent que oui, il y a un très fort risque de neurotoxicité. Pour revenir à la pétition, est-ce que cette pétition et ces 2 millions de signataires, elle ne révèle pas pour vous aussi une crise de représentation ? C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce que nous disent les signataires, c'est que vous n'avez pas fait le job. Alors, nous, on a fait autant que possible le job. Mais c'est vrai vous, l'Assemblée nationale. Oui, je le dis parce qu'on a été une partie de l'hémicycle quand même, c'est-à-dire... il y a eu un arc de la Macronie à l'extrême droite qui a soutenu cette loi du plomb. Nous, on a fait tout notre possible pour alerter. Et je veux dire que ça a été pour moi une bouffée d'air. En plein mois de juillet, cette pétition, elle faisait très chaud. Et quand j'ai vu qu'on n'était pas quelques dizaines dans des associations ou dans l'hémicycle à se battre, mais qu'en fait, il y avait des millions de personnes qui se battaient contre cela, oui, ça a été une bouffée d'air, je vous avoue. 2 millions. Voilà. 2 100 000 qui l'ont signé. Derrière, vous pouvez peut-être faire l'hypothèse qu'il n'y a pas que 2 100 000 personnes qui en fait s'y opposent. Même question, Julien Dive. Que vous inspire cette pétition contre la loi du plomb ? D'abord, il y a un effet déceptif actuellement. Parce qu'une pétition telle qu'elle a été signée, effectivement, il y a une démarche à mener. Il faut se connecter sur France Connect, etc. et ainsi de suite. Sur le site de l'Assemblée nationale. Sur le site de l'Assemblée, mais après, il faut aussi se déclarer, il y a une démarche. Oui. Donc, il y a un effet déceptif à la fin, parce que je pense qu'un citoyen, lorsqu'il vient à s'engager et à signer une pétition, quelle qu'elle soit, s'attend, notamment quand c'est le cas de figure d'une pétition qui est issue de l'Assemblée nationale, s'attend à ce qu'il y ait du concret derrière. Et à l'inverse, celles et ceux qui étaient pour cette mesure, cette loi, en tout cas l'article, parce que je voudrais quand même préciser les choses. On caricature la loi en tant que telle. Il s'agit d'un article qui parle de l'acétamipride, le reste parle d'autres sujets, y compris des mesures qui vont dans le sens de l'environnement. Ça n'a pas été évoqué, mais c'est bien de le rappeler. Et je pourrais détailler, mais je pense qu'on n'est pas sur ce sujet-là. Et cet article en question a été censuré par le Conseil constitutionnel. De fait, il n'y a même plus de sujet, en fait. Il n'y a même plus de sujet. Mais bon, on arrive à l'issue de cette pétition à un débat où, on ne va pas réautoriser l'acétamipride pour ceux qui sont favorables aux phytosanitaires, en tout cas, pas favorables en tant que tels, mais favorables à l'utilisation pour leur production parce qu'ils sont en situation d'impasse. Et de l'autre côté, on ne va pas définitivement l'interdire pour celles et ceux qui y sont opposés. Donc on se retrouve avec deux publics totalement opposés sur cette question qui a été une fois de plus montée en épingle. Vous n'avez pas passé mon passage de la tribune tout à l'heure, mais j'ai lu les mails qu'on recevait de menaces, nous, députés, les menaces et les intimidations qu'on a reçues. C'est aussi la traduction de ce qui s'est passé dans ce débat, où il y a eu une mise en montée en épingle de ce débat qui nous a amené à la fois de la violence, qui a produit de la violence, alors verbale certes, mais de la violence, y compris des permanences. Je n'épargne personne, les permanences qui ont été touchées, etc., des deux côtés. Encore une fois, je ne distingue pas les défenseurs du texte et les opposants au texte. Donc on a monté en épingle, et forcément, quand on monte en épingle un sujet aussi éruptif que la question des pesticides, parce que c'est un sujet qui force... Ben oui, mais vous mettez pesticides et vous demandez, vous êtes pour ou contre. Je connais le résultat. Si on n'explique pas et qu'on ne compare pas et qu'on ne démontre pas qu'aujourd'hui on a des solutions pires et qu'on consomme des choses pires et qu'on ne met pas un peu de raison et un peu de science. De fait, c'est très facile à traduire. Donc, vous avez un sujet éruptif, un débat violent et un outil qui s'appelle la pétition, que chacune et chacun a voulu prendre comme un moment d'expression. Mais à la fin des fins, je suis, comme beaucoup, désolé de dire que malheureusement, ça n'a pas d'effet
qui se traduira par ou bien une décision... Tu es frustré, en fait. Non, je ne suis pas frustré du tout. C'est pas moi. C'est celles et ceux qui ont signé la pétition et celles et ceux qui étaient hostiles. Maintenant, le sujet, il est plus là. Le sujet, c'est on a éprouvé l'exercice aujourd'hui. On peut se poser la question, lors d'une prochaine réforme constitutionnelle, de la pertinence de ce type de pétition et de l'effet législatif qu'elle pourrait avoir. Laurent ? Je vais juste un peu plus loin encore que ce que vous décrivez. Au fond, ce qui s'est passé, c'est un vote légitime, parce que France Connect, etc., de la part de millions de Français. Pourquoi vous ne profitez pas de ce qui s'est passé pour instaurer le vote électronique dans ce pays ? Quel moment ? Vote électronique Vote électronique aux élections. Ah, aux élections, quelles qu'elles soient. Mais on peut tester, hein. Moi je suis pas hostile au vote papier, enfin au vote électronique ou favorable au vote papier, c'est pas mon point. Ça se pratique dans d'autres pays. Aux États-Unis, bon, il y a aussi eu des dérives. Hein, mais d'accord, mais là on a quelque chose de très moderne qui suscite de l'engouement. Et puis au moment des élections, bulletin, urne et... Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Après, mais vous n'en parlez jamais, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Mais peut-être parce que c'est nouveau. Peut-être que ce sera un moyen de lutter contre l'abstentionnisme. On le disait, c'est la première fois qu'une pétition déclenchait un débat à l'Assemblée nationale. Donc est-ce qu'en la matière, on est novice et qu'on apprend en marchant ? Et que peut-être, demain, il se trouve qu'il y a la niche parlementaire des écologistes qui ont prévu de présenter une proposition de loi pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne délibérative. C'est ça ? On avance tout doucement ? Alors, tout à fait, en fait, c'est une évolution qui est timide de notre système, parce qu'on reste dans la démocratie représentative pure, là. On n'a pas de droit d'initiative populaire en France, ça n'existe pas, alors qu'on est entouré de pays qui disposent de ce droit. En Europe, sur les 27 pays de l'Union européenne, on a 17 pays qui, ne serait-ce qu'au niveau national, disposent du droit d'initiative populaire. Nous, on a ce droit de pétition collective qui est arrivé un petit peu sur le tard et qui a été une transformation, comme je vous le disais tout à l'heure, des assemblées, qui fait écho aussi au fait que beaucoup de citoyens passent par les réseaux sociaux aussi pour faire entendre leur voix. Donc voilà, on a des pétitions aussi à côté qui sont libres et qui ne sont pas forcément portées, qui ne sont pas forcément encadrées. On l'a vu en septembre avec la pétition de Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration. Voilà, là par exemple, sur ce type de pétition... encadré par la plateforme de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Sur ce type de pétition-là, il n'y a pas de modalité pour passer par France Connect pour, par exemple, contrôler les signatures. Là, on est dans un dispositif là, qui a évolué sur les pétitions Sénat et Assemblée nationale, qui donne en fait la possibilité pour les citoyens de s'exprimer de manière un peu plus collective. Mais pour l'instant, les effets sont très limités. On est au degré, sur la première étape en fait d'une initiative des citoyens, mais c'est pas encore une initiative populaire encadrée comme on peut la trouver à l'étranger. Et en même temps, et je vais vous poser la question à tous les deux, si demain il y a une pétition qui rassemble plus de 2 millions de personnes, qui réclament le rétablissement de la peine de mort, on fait quoi ? C'est une question légitime ce que vous venez de poser. C'est une question légitime. On a notre avis, nous, personnel, en tant que député et en tant qu'individu, et sans doute autour de ce plateau, vous avez aussi un avis sur la question. Mais ce que vous posez comme question est légitime, est vrai, et il est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que si on a 2 millions de personnes qui signent une pétition, qui représente donc 5% du corps électoral des Français, 5% des... 4%. Ouais, 4-5%. Est-ce qu'ils sont plus légitimes que l'ensemble des électeurs à faire évoluer le droit sur cette question et sur d'autres questions ? C'est un vrai sujet. Mais c'est du coup la question que pose aussi la pétition sur la loi Dupont. Tout à fait. Mais moi, je voudrais quand même revenir, parce que j'étais rapporteure pour cette pétition parlementaire. Et en fait, on va faire le point d'ailleurs sur, avec le président de commission, la présidente de l'Assemblée nationale, sur cette procédure. Bon. Je veux juste dire qu'on est quand même très loin du référendum d'initiative citoyenne, notamment parce qu'il n'y a pas de vote. Voilà, on va se le dire, même dans l'hémicycle, il n'y a pas beaucoup de députés. Et donc, moi, je trouve que ça interroge. On aurait pu avoir, par exemple, envisagé qu'il y ait une proposition de résolution liée à la pétition. Je dis juste qu'on peut aller plus loin pour faire en sorte que ça débouche, par exemple, sur un vote oui, non, cette pétition. Par contre, ce que je veux dire, c'est que
ça a permis enfin un débat en hémicycle. Alors, je sais qu'on a le débat avec le collectif, mais moi, je considère qu'il y a une motion de rejet dévoyée qui a confisqué le débat en hémicycle et qui a été utilisée notamment, je te fais pas le procès, mais ça a permis quand même à la Macronie, à EPR, tout ça, de ne pas trop montrer leur divergence. Parce qu'en réalité, il y a eu des collègues courageux du bloc macroniste, quelques-uns qui se sont opposés et qui d'ailleurs ont vu leur permanence dévastée, notamment. Bon. Mais ça a permis aussi de faire des auditions qui n'avaient jamais été faites. C'est dingue, parce que cette proposition de loi Duplon, avec tous les risques que ça a pour la santé, il n'y avait eu aucune audition du monde de la santé. Pas vrai. Non, pas du monde de la santé. Le ministère, non, pas du ministère de la Santé. Pas le ministère, mais le monde de la santé est auditionné. Ah oui, et qui? J'ai vu des visios qui avaient été faites. Par le CNRS, les scientifiques de la santé. Oui, sur préconisation de Madame Bateau, et je l'ai fait. Professeur de toxico. Oui. On vérifie, on en parle demain. Je vais vous sortir tout à l'heure. Je veux juste finir sur une chose, parce qu'il a été dit, le fait que le débat était électrisé. Moi, je pense que dans ce cas-là, les ministres, c'est important qu'ils gardent leur sang-froid. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu une ministre de l'Agriculture qui nous a reproché à nous, alors qu'elle a découvert l'agriculture il y a 1 an devenant ministre, qui nous a reproché à nous de ne pas parler éviter d'attaquer des gens qui ne sont pas là pour vous répondre. Oui, je le dis, voilà, ça fait 20. Ouais, mais alors attendez, de dire ça à des agriculteurs, parce qu'on a tous des agriculteurs dans tous nos groupes politiques. Dans nos familles. Et dans nos familles. De dire ça à des agriculteurs députés, à des gens comme moi qui travaillent depuis 25 ans sur l'agriculture, je vous avoue, ça ne peut pas calmer le débat, quoi. Voilà. Je vous propose de rester là tous les trois, calmement. C'est Bourbon Express tout de suite. C'est le journal de l'Assemblée nationale avec Thibault Hénoc. On est en retard. Alors, bonsoir Thibault. Bonsoir, Bourbon Aline, Express, on commence avec une dernière minute, le procès en appel de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Oui, avec un clap de fin. Regardez ces images. C'est aujourd'hui le dernier jour du procès, les dernières heures pour Marine Le Pen à arpenter les couloirs de la cour d'appel de Paris, à faire face au juge dans la salle de la première chambre civile. La présidente du groupe RN à l'Assemblée a assisté aux plaidoiries de ses avocats. Dernier acte de ces 4 semaines d'audience. Place désormais un long silence, celui du temps de la décision judiciaire. Le verdict est attendu le 7 juillet. On l'a appris ce soir. On continue avec un député interdit de territoire américain. Oui, il s'agit du député Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor. Information de nos confrères du Canard enchaîné, qui explique que Washington lui reproche d'avoir alerté le parquet de Paris au sujet de certaines pratiques du réseau social X, propriété de Elon Musk. Alors nous avons joint le député pour en savoir plus. Il explique qu'il devait se rendre à Washington dans le cadre d'une délégation parlementaire. En tant que parlementaire, premier signal, il a eu du mal à avoir son visa. Mais c'est surtout l'attitude de la Maison-Blanche qui lui a mis la puce à l'oreille. De sa délégation, il s'est retrouvé le seul à ne pas voir sa demande d'accréditation validée par l'administration Trump. Son interlocuteur lui a déconseillé d'insister. Résultat, il a lui-même renoncé à son voyage car pour lui, le signal était clair. Écoutez. Curieusement, pas de possibilité pour moi d'accéder à la Maison-Blanche. Et après, quand on évoque le sujet avec différents services ici, on m'encourage plutôt à ne pas me rendre aux États-Unis, considérant que c'est un signe avant-coureur de quelque chose qui pourrait rendre compliqué le déplacement. Donc, c'est ce que tout le monde a en tête par rapport notamment à X et Elon Musk. Et voilà, le raccourci, il est vite fait, et on le comprend. Voilà, un signal de bannissement qui intervient après plusieurs autres. L'administration Trump a ainsi interdit de territoire l'ancien commissaire Thierry Breton, notamment, cette fois très officiellement. On en vient à ce club de députés qui fait parler de lui. Oui, si je vous dis Solferino, à quoi pensez-vous? C'est l'adresse de l'ancienne adresse du Parti Socialiste, non? Exactement, et dans cette rue de Solferino, au coin, il y a un café qui s'appelle aussi Solferino. Et on n'y trouve pas que des socialistes, figurez-vous. C'est même là qu'a été lancé un club de députés macronistes, tendance aile droite. Son nom donc, Solferino, mais attention, là c'est Solferi-No. Non au Solferino, non au gauchisme, non au laxisme en somme, hein, pas du tout le même esprit. Si je vous raconte cela, c'est que ce petit groupe a fait parler de lui ce matin en commission des lois. Le député macroniste Charles Rodwell, principale figure de ce club, a défendu une proposition de loi pour renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. Un texte qui prévoit notamment d'allonger les délais de rétention administrative à 210 jours. Une mesure votée en juillet 2025, mais censurée par le Conseil constitutionnel. Sujet sensible donc. Oui, et c'est là que j'en reviens
à notre club. Ce texte n'est pas évident à faire passer pour des raisons juridiques, mais aussi politiques. Et notre club a donc fait du lobbying, et notamment auprès du Premier ministre. Résultat, écoutez ce qu'a annoncé la vice-présidente de la Commission des lois ce matin. Le gouvernement a indiqué qu'il comptait inscrire ce texte à l'ordre du jour gouvernemental et a déclenché une procédure accélérée. On termine par le trombinoscope, Adeline. Ah mais oui, c'est le prix du trombinoscope qui est remis ce soir. Cérémonie à l'Assemblée nationale de remise des prix du trombinoscope. Tradition depuis 1992. La distinction vient récompenser les personnalités politiques de l'année sous le haut patronage, vous le voyez, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors, ce sont un peu les Oscars de la vie politique française, avec moins de paillettes, certes, et en plus solennel, mais ça dit quelque chose politiquement. Regardez le palmarès personnalité politique de l'année, Sébastien Lecornu. Le Premier ministre, ministre de l'année, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, député de l'année, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça dit? C'est la victoire de l'esprit de compromis. Hein. Ce n'est pas le sacre du printemps, mais de l'hiver, du budget, des obstacles surmontés, de l'esprit de responsabilité. Tout le monde n'est pas convaincu sur le plateau. En effet, voilà. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci Fanny et Laurent et merci Thibault. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et vous la retrouvez aussi en replay sur lcp.fr. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain en direct à 19h30.